Si on s'éloigne maintenant du front, si on peut dire les choses comme ça, quel est l'impact de cette campagne, de cet acharnement israélien sur les pays plus éloignés et pour commencer sur les pays signataires des accords d'Abraham? C'est-à-dire comment eux peuvent-ils continuer à être dans le déni et surtout quel impact ça a ou ça n'a pas sur leur société? Alors, du côté des sociétés, il y a deux dynamiques en même temps. Il y a une dynamique de fatigue et de considérer que la vie quotidienne et ses défis doivent rester la priorité, même s'il y a des émotions, des sentiments, des frustrations. Mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, on ne peut pas les exprimer et avancer dans la lutte quotidienne que les gens ont. D'autre part, il y a les manifestations qu'on voit, surtout au Maroc, mais aussi en Jordanie, parfois au Liban. Il y a des manifestations interdites dans la rue qu'on peut voir dans les stades de football qui deviennent des lieux alternatifs à la rue où les manifestations ne sont pas tolérées. Mais la plupart des pays arabes, de toute façon aujourd'hui, des États ou des gouvernements arabes, savent qu'il n'y a pas un grand problème si jamais ils violent les droits humains. Il y a eu un moment où l'Égypte, qui dépend de l'aide économique américaine ou européenne, tenait compte de certaines critiques quand il y a des attaques contre des manifestants, quand il y a des arrestations, quand il y a des violations graves des droits humains. Aujourd'hui, Sisi ne craint pas du tout cela. D'un côté, les Américains n'évoquent même pas la question des droits humains. De l'autre, les Européens, effrayés par les réfugiés et par le chantage que les pays méditerranéens du côté sud peuvent toujours imposer, parlent très timidement du dossier. Donc, dans la plupart des pays aujourd'hui de la région, le droit de manifester n'est pas du tout accessible aux gens. Le Maroc, à mon avis, il laisse exprimer la colère à travers les manifestations, tout en préservant les accords d'Abraham, l'ambassade israélienne, la coopération avec Israël. Il trouve cet équilibre entre laisser la société s'exprimer et continuer à normaliser et à recevoir la bénédiction américaine qui est, selon les gouverneurs en général, une nécessité. L'Égypte, par contre, même s'ils interdisent les manifestations, mais ils ont peur des scénarios à Gaza. Ils ont peur de la déportation de centaines de milliers de Palestiniens, de leur arrivée en Égypte, puisque ça va être la seule porte qui pourra s'ouvrir si jamais. Et ils ne veulent pas de cela. Il y a eu des rumeurs comme quoi les Américains et certains Européens leur ont promis d'effacer la dette égyptienne et de renégocier les intérêts d'une partie de la dette. En échange, ils peuvent prendre des Palestiniens de Gaza, que la communauté internationale, entre guillemets, va se mobiliser pour construire des camps dans le Sinaï pour ces Palestiniens qui arrivent. Mais je pense que pour Sisi, c'est très difficile. Pour l'armée égyptienne, c'est très difficile. Et pour l'État égyptien, de considérer qu'il a été complice directement dans le déplacement, dans la déportation des Gazaouis, même s'il y a des négociations économiques, ils ne préfèrent pas ce scénario-là. Donc ils veulent un cessez-le-feu, ils veulent jouer un rôle. Et le plan qu'ils ont proposé pour Gaza était à la fois sécurisant, selon eux, pour les Israéliens et les Américains, et peut leur donner un rôle à jouer, mais pour le moment, ça bloque. Ce n'est pas encore le cas. La Jordanie, c'est aussi une fragilité existentielle pour la Jordanie, surtout s'il y a un scénario de chasser des Palestiniens de la Cisjordanie pour aller s'installer en Jordanie. C'est un poids démographique, ça peut déstabiliser le royaume. Donc, ils veulent à tout prix arrêter la guerre et trouver un rôle de médiateur, mais ils dépendent énormément de l'aide économique américaine et internationale, et donc ils sont coincés aussi entre des besoins stratégiques et la position politique qu'ils doivent prendre vis-à-vis de ce qui se passe en Cisjordanie, au moins pour ne pas parler de Gaza. Les Émirats et le Bahreïn sont dans une autre logique. Je pense qu'une bonne partie des gouvernements du Golfe veulent en finir avec toute la question palestinienne. C'est-à-dire c'est une question qui a empoisonné
toutes les relations dans la région et entre la région et le reste du monde. N'importe quelle solution, il faut l'accepter parce que de toute façon, ni le rapport de force, ni la violence, le rapport de force ne va pas changer, la violence va se poursuivre. Donc, on fait comme si ça doit s'arrêter un jour, peu importe dans quelle forme et sous quelle forme. Et on a une obsession iranienne. On veut une économie extrêmement solide, on pense à l'après-pétrole, et tout cela nécessite une stabilité dans la région. Les considérations de droit international, de justice, de liberté ne sont pas une priorité. Et on continue, on fait avec. Je ne pense pas que pour eux, c'est une obsession ou une question qui les dérange. L'Arabie saoudite, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, premièrement, il y a un poids démographique saoudien, ce n'est pas comme les Émirats ou le Bahreïn. Deuxièmement, il y a le rôle symbolique des Saoudiens en tant que ceux qui protègent ou préservent les deux des trois lieux saints de l'islam. Et Mohammed Ben Salman, qui est très ambitieux, qui veut jouer un rôle, le prince héritier qui va devenir bientôt roi, il veut jouer un rôle de dirigeant dans la région, maintenant que l'Iran est affaibli, que le régime syrien n'est plus là, que l'Égypte n'arrive pas à s'imposer au niveau régional, que la plupart des pays ont leurs propres problèmes, l'Irak également. Pour lui, c'est un moment important et il souhaite certainement jouer un rôle pour régler la question palestinienne, mais sans provoquer une colère américaine. Parce que, encore une fois, il y a qu'est-ce que Trump va faire, comment négocier avec lui, est-ce qu'il faut lui montrer une fermeté ou bien accepter de flirter un peu avec lui, de lui montrer que son leadership, il va être le nôtre également, on va le suivre. Je pense qu'ils sont dans tout ce genre de questions. La solidarité arabe avec les Palestiniens est absente, d'autant plus que beaucoup de ces régimes arabes qu'on a mentionnés ont un véritable problème avec le Hamas. Hamas est issu de la mouvance des frères musulmans. Les frères musulmans, que ce soit en Égypte et maintenant en Jordanie, et avant cela en Arabie saoudite et aux Émirats, sont criminalisés. Et donc, la question d'en finir avec le Hamas ne les gêne pas. Par contre, ce qui les embête, c'est que il y a un génocide qui va en parallèle avec l'affaiblissement ou avec la guerre contre le Hamas. Donc, c'est pour ça aussi que ils veulent juste que tout s'arrête, mais peu importe comment. Ils ne sont pas dans la logique de la justice, de l'application du droit. Les Saoudiens, encore une fois, c'est un peu plus oui, c'est ça, la question délicat. de savoir ce qu'ils peuvent se permettre. Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'entrer dans le cadre des accords d'Abraham pendant que l'annexion et l'épuration ethnique se produisent? Est-ce qu'ils peuvent se le permettre vis-à-vis de leur propre société? Oui, moi je pense non, ils ne peuvent pas le faire tant que c'est en cours. Mais ils peuvent, par contre, le faire si jamais ils obtiennent des promesses qu'une solution à deux États, ou bien que finalement il va y avoir une certaine solution. Ils peuvent toujours trouver des justifications pour le faire. Mais le fait qu'ils ne l'ont pas déjà fait montre qu'ils ont quelques exigences. Et ce que la Ligue arabe a tenté de dire récemment, c'est de rappeler qu'en 2002, lors de la réunion de la Ligue arabe, le roi saoudien, dans le temps Abdallah, à Beyrouth, avait dit que tous les pays arabes sont prêts à une paix avec Israël, à condition que les Israéliens appliquent ou respectent la résolution onusienne 242 de 1967, qui stipule un retrait de tous les territoires occupés. Donc une solution à deux États. Évidemment, c'est du passé. Les choses sur le terrain ont évolué, la colonisation depuis a pris une autre dimension, la destruction de Gaza aujourd'hui est totale, mais ils veulent rappeler qu'on est prêt à une paix, mais on veut quelque chose en échange. Je ne pense pas que les Saoudiens peuvent laisser tomber un peu cette demande, mais si le fait accompli à Gaza est là, et si Trump accepte une solution israélienne, avant même de faire sortir les Palestiniens, ils ont maintenant, certaines cartes montrent 5 zones à Gaza. C'est un territoire de 363 km², où il y a plus de 2 millions de personnes. Déjà,
N'en parlons pas des destructions qui rendent la vie impossible dans la plupart du territoire. Mais il y a déjà une zone tampon ou une zone que les Israéliens ont occupée, qui fait la périphérie du secteur et avec une partie du côté de Rafah, donc vers la frontière égyptienne. Et il y a une autre partie vers le nord qui mène au territoire israélien 48. Puis ils sont en train de découper horizontalement ce qui reste du territoire pour pousser les Palestiniens d'une zone à l'autre, jusqu'à les regrouper dans 10 à 15% de la surface de Gaza. Les masser dans une petite surface et dire aux Égyptiens, au reste du monde, voilà, s'ils voulaient qu'ils restent là, ok, mais si vous voulez qu'ils vivent comme des êtres humains, ouvrez les frontières et prenez-les. Et donc, c'est une autre façon d'appliquer le plan Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir et autres, mais aussi le plan Trump, quand il parle de la riviera du Moyen-Orient et que, comme il dit, c'est une excellente opportunité pour construire des gratte-ciel et la vidéo de l'intelligence artificielle qu'il a lui-même posté sur ses réseaux sociaux avec le Trump Tower et avec les danseuses orientales et Elon Musk qui distribue de l'argent et Netanyahu et Trump qui sirotent leur cocktail sur le beach resort sur la mer, la plage. Donc ça peut prendre... rien n'exclut une réussite israélienne dans le déplacement forcé, de les mettre tous dans 15% du territoire. Imaginez 2 millions, 2 millions, de personnes dans 15% de 363 km², en plus des zones détruites. J'étais en train de lire des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et autres. Il y a parfois 600 personnes pour une cabine de toilette, 600 personnes, avec très peu d'eau. Donc c'est d'anéantir la dignité humaine, en plus des meurtres et de la destruction des êtres humains et de leurs biens, sans médicaments, aujourd'hui sans nourriture, sans électricité évidemment, sans eau, et dire au monde, voilà, prenez-les. Donc, on n'est pas très très loin de ce scénario, et c'est ça qui est le plus révoltant, c'est qu'il n'y a pas de réaction à tout cela, y compris par tous ces pays arabes qu'on a mentionnés. Et si on arrive à ce stade, qu'est-ce qui reste après à négocier par rapport à Gaza? La reconstruction? Pour qui et avec qui et comment et dans quelle temporalité? Donc, les Saoudiens, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour agir, mais MBS prétend vouloir négocier directement avec Trump. Et il se peut que cette opportunité se présente bientôt parce que Trump va faire sa tournée régionale.